Pierre-Antoine Larotte, je suis chercheur au Licite Ecosset, qui est un laboratoire qui travaille sur la gestion du trafic. Du coup, forcément, je vais avoir un point de vue un tout petit peu biaisé, orienté trafic, mais je compte sur mes collègues qui passent par la suite pour rectifier un petit peu le tir et donner un panel beaucoup plus ouvert sur le domaine routier. Du coup, je fais la présentation donc en mon nom et au nom du professeur Noureddine El Faouzi, mais j'ai également été accompagné d'autres collègues que je tiens à remercier, donc Serge Péissier, Dominique Gruyer et Aurélien Duré et Aurélien Clairet. Je me suis appuyé du coup sur leurs travaux pour faire cette présentation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la synergie données, simulation et jumeaux numériques dans le domaine routier. Alors je vais commencer un petit peu comme les autres présentations en vous donnant une propre définition du jumeau numérique. Alors le jumeau numérique, c'est une réplique pour nous du virtuel d'un objet physique, c'est-à-dire qu'on va combiner simulation et data du monde réel pour aboutir à un jumeau numérique. On intègre la distinction qu'on fait nous avec des outils, avec simulation, parce que souvent en trafic, on va les reproduire, on reproduit souvent des réseaux réels, mais la distinction qu'on fait, on la fait parce qu'on va intégrer la dimension temps réel, ou du moins une interaction forte avec les observations en temps réel. Aujourd'hui, d'ailleurs, si je fais une petite aparté en représentant ici les éléments qui sont... Ah mince, je perds le micro. Si je fais une petite aparté en regardant les éléments, les axes originels de notre laboratoire, on avait deux approches. On avait une approche qui est basée sur la physique, qui était du coup alimentée par les données. Les données étaient là pour confirmer, valider les modèles physiques qu'on développait. Et d'un autre côté, on avait historiquement une autre approche qui était une approche historique qui visait à faire de la prévision du trafic à partir d'observations. On a des séries temporelles, on va faire de la projection de ces séries temporelles. C'est l'approche dite data-driven pour les modèles. Et là où intervient le jumeau numérique, c'est qu'avec l'intégration en fait, de la simulation et de data du monde réel en temps réel, on va pouvoir développer une nouvelle synergie, des nouvelles capacités d'analyse qui vont lier de plus en plus du coup, les approches statistiques issues du machine learning et l'exploration de scénarios inédits offertes par la simulation physico-réaliste, la simulation basée sur la physique. Du coup, on arrive finalement à une hybridation. C'est-à-dire que finalement, on pourrait voir le jumeau numérique comme pour avoir les apports suivants. Par exemple, pour les modèles statistiques historiquement basés sur des historiques de données, leur principale limite, c'est quoi? C'est qu'on est contraint par les observations. On ne va pas pouvoir aller prédire, ou alors nos modèles ne sont plus valides quand on va les prédire des éléments qui n'ont pas été référencés dans des bases historiques. Et du coup, c'est là que peut intervenir la simulation. La simulation peut venir enrichir ces historiques de données et fournir du coup des nouvelles, compléter les bases d'apprentissage, augmenter les bases d'apprentissage et du coup produire des nouveaux modèles statistiques de prévision. Et la corollaire, c'est que d'un autre côté, les modèles physiques de simulation présentent également des limites. Ils ont tendance à dériver dans le temps quand on veut chercher, même si on met les mêmes instanciations à un instant T donné, avec le temps, nos modèles de simulation vont dériver par rapport à la réalité des observations. Pourquoi? Parce qu'il y a tout plein de petits événements qui interviennent sur le réseau, il y a tout plein de petites modifications qui ne sont pas prises en compte par la simulation quand on la lance à un instant T et qu'on regarde à un instant T plus H. Et c'est là que l'apport de données en temps réel peut être un réel plus. Et qu'est-ce qu'on appelle, nous, jumeaux numériques? Du coup, c'est aller vers cette tendance-là, ce développement-là de modèles de simulation qui intègrent du temps réel. Pour donner un cadre un petit peu plus générique, du coup, on peut distinguer trois types d'usages pour les jumeaux numériques. On a l'usage natif qui consiste à reproduire du coup une réalité terrain avec du coup ça peut être la mise en commun d'observations sur le terrain, en vue d'archivage, de gestion documentaire, voire de visualisation en 3D. Un usage stratégique où du coup, alors pour l'usage natif par exemple, ça va être créer des cartes, cartographier un espace, intégrer différentes couches hydrologiques, etc. Quand on passe à l'usage stratégique, c'est un usage où pour le coup, l'usage stratégique, on intègre des couches logiques.
C'est-à-dire qu'au-delà des couches observables réellement sur le terrain, on intègre des couches logiques, un descriptif de logique et de la dynamique du système. C'est là, par exemple, qu'on va retrouver la production, les outils de production pour de la simulation virtuelle. On a besoin de développer une couche logique par-dessus l'observation d'un circuit ou d'un territoire, d'un réseau routier. On va ajouter une couche logique qui permet de décrire comment est-ce que nos petits véhicules vont circuler sur ce circuit. Et enfin, on pourrait parler d'un usage augmenté. Et alors l'usage augmenté, c'est on a intégré la couche logique et cette fois on intègre en plus le temps réel. Et c'est là que du coup on va pouvoir aboutir à des procédés, des jumeaux numériques qui vont permettre de procéder à de la gestion du trafic dynamique du trafic routier et à avoir tout plein d'usages possibles, aussi bien pour la sphère citoyenne que pour la sphère métier. Pour revenir un petit peu sur ces différents éléments, je vais balayer à travers différents projets les différents usages qu'on en a, nous, du point de vue de notre laboratoire, et pour vous présenter un peu les différents cas applicatifs de jumeaux numériques. Alors, le premier projet que je vous présentais, c'est un projet où on a utilisé un jumeau numérique dans l'objectif de faire de l'assimilation de données. Et l'objectif, c'est du coup d'avoir, c'était le dernier usage que je vous présentais ici, c'est aboutir à de la gestion dynamique du trafic grâce à un jumeau numérique. Alors, ce projet Sprint, c'est un projet qui a été effectué, on a reproduit une portion en fait, du réseau d'IRIF qui est entouré ici en bleu. L'idée, c'était du coup de reconstituer de façon numérique toute cette portion qui était représentée en bleu. Du coup, ça veut dire reconstituer le réseau d'un côté, et de l'autre côté, toute la logique de trafic, c'est-à-dire les profils de demande, les profils de façon à pouvoir avoir une circulation de nos petits véhicules sur le réseau qui soit physico-réaliste et représentative des observations réelles. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça permet d'avoir un suivi en temps réel en fait, des conditions de circulation et ça va permettre de prédire des états futurs puisqu'on peut faire en sorte que la simulation aille plus vite que le temps réel et du coup nous permettre d'anticiper les états qu'on pourrait observer. Et enfin, ça permet également de tester des stratégies de façon dynamique. À l'instant T, on se dit je lance telle stratégie de régulation. Et grâce à la simulation, je vais pouvoir voir et observer les effets que va avoir cette stratégie de régulation sur un terme plus long et donc adapter derrière la stratégie. Si elle s'avère complètement catastrophique, on vaut mieux intervenir le plus tôt possible pour la rectifier. Du coup, comme je disais, il y a une première étape qui est la numérisation du réseau. Du coup, on a numérisé ici le réseau physique. Du coup, il y a la première couche qui est le réseau physique, la description d'un graphe de réseau routier. Et la couche logique qui s'ajoute, qui est décrite ici par les petites valeurs, c'est constituer des profils de demande. Du coup, aux différents entrants en fait, du réseau, on a besoin de définir les entrants, c'est-à-dire la quantité de véhicules qui à un instant T veulent rentrer sur le réseau, la quantité de véhicules qui à un instant T sortent de ce réseau. Et en termes d'application, du coup, là je vous propose une illustration sur une route homogène avec restriction de capacité aval. Et pour souligner un petit peu l'impact et la nécessité de se munir comme ça d'un jumeau numérique et qui intervienne avec de l'assimilation de données en temps réel, je vous présente ici du coup les résultats qu'on aurait on a des observations réelles ici sur un diagramme espace-temps, c'est-à-dire qu'il faut imaginer les trajectoires, on prend une portion de route, on va imaginer les trajectoires des individus dans l'espace et dans le temps. Et ce qu'on observe ici du coup en couleur, c'est la vitesse des véhicules. Du coup, on voit qu'on a des véhicules qui arrivent dans régime fluide et qui se retrouvent dans des phases congestionnées. Ça, c'est l'observation réelle. De l'autre côté, on a le modèle, les informations qui sont fournies par la simulation. On voit qu'on a une différentielle qui est assez importante entre les deux informations. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à des dérives, en fait, à une dérivation entre un instant donné, on a lancé au même instant les modèles de simulation de trafic et l'observation, mais on a eu des phénomènes qui sont produits sur le réseau et qui viennent affecter les performances du réseau.
D'où la nécessité d'introduire en fait des données qui sont collectées du coup alors il y a plusieurs procédés de collecte de données, mais qui vont être des données qui vont être intégrées dans le modèle de trafic pour pouvoir reproduire de façon plus fine les états de trafic réellement observés. C'est ce qu'on appelle l'assimilation de données, avec la rectification du coup dynamique des états de trafic par fusion et propagation de l'erreur en amont, sinon on aurait juste une modification à l'endroit où on a intégré des données réelles, et du coup ce ne serait pas réaliste. On a besoin de faire de la propagation d'incertitudes pour reproduire les états de trafic. Alors ces données, elles viennent d'où? On a plusieurs sources potentielles de données. Souvent, on a ce que vous voyez dans les routes, vous voyez des grands rectangles sur certaines routes. C'est des boucles de comptage. Du coup, c'est des données, ça nous fournit c'est des boucles électromagnétiques. Quand un véhicule qui franchit cette boucle, qui est alimenté par un petit peu d'électricité, on a un champ qui est induit, et du coup ça produit de la donnée. On peut du coup des boucles de comptage localiser un endroit. Du coup là on avait une boucle par exemple qui était localisée ici, qui renvoie l'information en temps réel. Cette information en temps réel est intégrée dans le modèle et rétropropagée vers l'amont. On connaît également d'autres sources de données qui sont les traces GPS qu'on va pouvoir exploiter. Et c'est le cas par exemple ici. Du coup, ici on a une observation, c'est une portion de la DIRIF avec une reproduction. Du coup, on a une observation de remontée de congestion. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ici les temps de parcours en fonction du temps d'arrivée sur le réseau. Et ce qui est réellement pertinent, c'est de regarder ce graphe ici. On va comparer du coup la ground truth qui est ici en rouge avec les différents procès de reconstitution. Si on prend juste l'outil de simulation de base, pour lui, c'est encéphalogramme plat, le temps de parcours, il n'évolue pas au cours du temps. Quand on intègre les boucles, on a vu un petit peu précédemment, on arrivait à intégrer les choses, mais on est contraint par la localisation des boucles. Il faut mieux qu'elles soient placées de façon optimale et vraiment bien placées par rapport aux congestions qu'on observe. Du coup, on voit qu'on arrive à améliorer un petit peu les performances, mais ça reste limité. Et quand on intègre les traces GPS, les informations liées aux traces GPS, là en rose, on voit qu'on arrive à une amélioration, mais ce n'est pas non plus complètement optimal. Et finalement, le procédé qui va aboutir au meilleur résultat, ça va être un procédé d'assimilation qui va joindre les données boucles, les données GPS et du coup l'outil de simulation, et qui va finalement nous restituer des éléments extrêmement proches des observations qui sont illustrées ici en vert. Voilà du coup un petit peu pour un premier usage. Du coup finalement un usage d'un jumeau numérique pour basé sur la donnée en temps réel pour l'assimilation de données et la reproduction réelle de phénomènes, prévision et projection dans le futur, qui permettent le lancement de nouvelles stratégies de régulation. Un autre projet qui, lui, vise est un outil où on a reproduit un jumeau numérique, mais plus en vue d'observation et de production d'informations. On perd un petit peu la dimension temps réel ici, c'est le projet FCT. L'objectif de ce projet, c'est de s'appuyer sur de la simulation dynamique du trafic pour produire des informations, des cartes en fait, de bruit et des cartes de consommation, mais des cartes dynamiques. La grande différence avec les cartes qui sont habituellement produites, c'est on est sur des informations statiques, on a une demande moyenne de trafic, on va produire la carte de bruit moyenne ou estimée à partir de ces informations-là. Là, on arrive à introduire une dimension dynamique, c'est-à-dire qu'en s'appuyant sur l'outil de simulation, de la même manière qu'on peut produire du coup faire circuler des petits véhicules sur un réseau donné en construisant un jumeau numérique de simulation. Derrière, on peut se coupler des modèles de bruit, des modèles d'émissions de bruit, des modèles d'émissions de polluants, et produire du coup des cartes dynamiques. Du coup, la grande difficulté, c'est du coup de reconstituer la couche. On a un partage en fait entre la couche SIG, qui est la couche avec toute de cartographie, et la couche logique, qui est celle de Simuvia, qui alimente Simuvia. Il faut que Simuvia, du coup notre outil de simulation du trafic, soit en mesure de localiser ces petits véhicules sur le réseau.
j'ai une petite démonstration. Tac. Ah oui, ça y est. Du coup, voilà, on a une illustration ici un petit peu des éléments. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Du coup, le rendu est le suivant. On voit que dans le jumeau numérique qui est produit ici, on a Simuvia, du coup, notre simulateur de trafic qui vient dynamiser des petits véhicules qui circulent sur le réseau en fonction de la demande qui a été donnée et qui a été fournie. Ça marche plus. Ok, bon. On a vu le principe, l'idée c'était que derrière, du coup on voit de façon dynamique, bon, les aléas du direct, hein. On voit de façon dynamique normalement les cartographies du coup en fonction du coup des véhicules. On pouvait voir la couche de véhicules, mais on pouvait également animer la couche acoustique et la couche de pollution de l'air en fonction des différents types de polluants qui sont considérés. Voilà du coup pour ce projet FCT, du coup qui est une autre illustration de la façon de construire des jumeaux numériques. Je vais venir du coup là sur un autre type de jumeau numérique, un jumeau numérique qui est à destination plutôt de réalité augmentée. Alors le projet s'appelle Epicam. L'idée couple en fait la réalité augmentée et le principe de co-simulation. C'est-à-dire qu'on a développé une preuve de concept qui aboutit à un couplage entre un simulateur physico-réaliste du trafic, du coup c'est Simuvia, je vous en ai déjà fait 2-3 illustrations précédentes sur les modèles de trafic. Simuvia, concrètement, il prend des demandes en entrée des demandes de trafic, il va venir reproduire la circulation de petits véhicules qui doivent respecter du coup des règles physiques, c'est-à-dire qu'il y a des règles de suivi de véhicules, des règles de changement de voie, etc. En tout cas, c'est les principes des outils de simulation physico-réaliste du trafic. Et on couple du coup cet outil avec un outil qui a été développé par Dominique Gruyé, ici à l'UGE, qui est un outil de simulateur physico-réaliste, de capteur embarqué et d'un environnement 3D, qui s'appelle Civic. Alors Civic, on peut le voir également comme un outil, un simulateur de conduite finalement, où on pourrait avoir un conducteur qui va contrôler un véhicule derrière la machine, et derrière qui va pouvoir circuler sur un circuit, conduire le véhicule. Sauf que ce conducteur, en l'occurrence, ça peut être un véhicule automatisé. Ce véhicule automatisé va être équipé de capteurs, toute une ribambelle de capteurs qui vont interroger l'environnement 3D qui est embarqué et avoir une restitution du coup de cet environnement 3D. Du coup, je pense que vous voyez venir un petit peu l'usage derrière du jumeau numérique. L'idée, c'est de joindre du coup les deux de cette preuve de concept, c'est de joindre les deux composantes. La composante du coup Civic qui développe tout un environnement 3D avec des capteurs embarqués qui sont capables d'interroger l'environnement en 3D qui est simulé. De l'autre côté, un environnement qui est capable de produire tout un environnement de véhicules obstacles réalistes avec des conditions réalistes de trafic, qui est Simuvia. Et du coup, de coupler ça après avec une instance de commande automatisée d'un conducteur automatique et de regrouper l'ensemble dans un même environnement pour faire circuler du coup un véhicule automatisé dans cet environnement 3D. Alors ça, c'est le début avec la preuve de concept. Et petit à petit, en fait, l'idée, c'est de remplacer ce véhicule automatisé qui est au début uniquement un software, qui est uniquement du coup un outil numérique, faire en sorte que ce petit véhicule automatisé, petit à petit, devienne de plus en plus réel. C'est-à-dire qu'on va passer de software in the loop à du hardware in the loop, c'est-à-dire qu'on va commencer à intégrer des composants, le moteur, des réponses moteur réel, etc. Et l'échéance finale, c'est d'aboutir à un véhicule réel qui circule sur un terrain et qui interagissent par contre dans un environnement qui est virtualisé, c'est-à-dire réalité augmentée. Son environnement de trafic est défini par Simuvia, et ces capteurs peuvent être trompés, surcouchés
par les informations qui sont transmises par l'environnement simulé par Civic. Et pour aboutir à ça, forcément, on a besoin d'un outil de base qui est le jumeau numérique, ce qu'on appelle le jumeau numérique, qui est une représentation en fait du terrain et qui est partagé par les différentes entités. Et c'est là la grande difficulté également, c'est de faire en sorte de reproduire de faire une reproduction d'une portion de circuit ou d'un terrain et que cette reproduction soit partagée, c'est-à-dire et qu'on ait un référentiel commun pour Simuvia, pour Civic, pour notre simulateur de conduite, pour le simulateur de trafic et pour le véhicule automatisé également. Voilà, du coup là c'était simplement pour rappeler un petit peu les différents usages. Du coup l'idée après les différents usages serait de tester du coup différents services CITS et de procéder à de la pré-certification en fait pour l'homologation de véhicules automatisés au lieu de lancer un véhicule automatisé dans un vrai environnement sur lequel il pourrait se cracher et du coup qu'on ait des détériorations lors des essais des véhicules automatisés, là on peut lancer le véhicule automatisé dans un environnement qui est plus contrôlé, avec un environnement simulé et qui du coup ne va pas avoir d'impact si jamais il rentre dans le véhicule de devant, on ne va pas avoir un impact sur notre véhicule. Par contre on aura le retour d'information comme quoi il est rentré dans ce véhicule, du coup on a un défaut sur nos outils de contrôle et de conduite du véhicule automatisé. Voilà, du coup, pour décrire pour l'architecture, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. L'idée, c'est qu'on a un couplage, on procède à de la co-simulation. Et ce qui est important, c'est qu'on a besoin de ressources communes, c'est-à-dire un réseau d'entrée qui va être partagé, un réseau pour notre outil de simulation de trafic, un réseau pour une maquette 3D pour Civic, dans leur référentiel propre. Du coup, c'est pour construire ces réseaux. Du coup, on a besoin de jumeaux numériques. On a besoin du jumeau numérique. On a développé du coup ces réseaux des jumeaux numériques sur différents endroits. On a un jumeau numérique qui était déjà disponible sur Satori, la piste de Saclay. Du coup, là, vous avez une idée, par exemple, du descriptif entre le réseau réel et sa reproduction en 3D. Du coup, on a ici le circuit de Satori et ici c'est le modèle en 3D, ici c'est les photos, les observations réelles. Et du coup, c'est sur et du coup, oui, pardon. La construction du coup de ce modèle numérique, d'un côté, on a besoin d'outils de digitalisation, de numérisation de l'espace réel, du coup pour construire le modèle 3D qui va alimenter notre simulateur de conduite Civic. De l'autre côté, on a besoin également de ce référentiel commun et de la transformation pour convertir du coup le réseau, le modèle 3D, les informations relatives au modèle 3D et le descriptif des pistes dans un format qui soit lisible par l'ensemble des outils. Et c'est là tout l'enjeu, et du coup on a du coup dû développer certaines stratégies pour convertir les différents formats, mettre en commun, et notamment trouver des référentiels communs par de la géolocalisation, etc. Notre jumeau numérique en cours de construction, c'est ici les pistes de Transpolis. Alors les pistes de Transpolis, elles sont particulièrement intéressantes parce qu'elles disposent de différents milieux. On a tout un milieu urbain, un milieu périurbain et un milieu autoroutier, ici une branche autoroutière. Alors c'est la même chose, là le jumeau est en cours de construction, mais on doit développer du coup non seulement toute la couche de reproduction réelle des observations terrain, des observations, c'est-à-dire le descriptif, la photo comme vous l'avez ici en 3D, mais ça suffit pas, il faut développer toute la couche logique derrière, la couche descriptive du coup du réseau, et toute la maquette derrière 3D. Ici c'est un nuage de points que vous voyez, c'est pas un élément qui est interrogeable par les capteurs embarqués de Civic, il faut reconstruire en fait une véritable maquette numérique qui est composée de edges, de maillages, en fait reconstruire tout un maillage. Voilà un petit peu pour les différents challenges, et du coup j'avais une petite vidéo de démonstration que je vais passer. Du coup j'avais un dernier projet que je vais présenter rapidement et qui s'intéresse lui également à Transpolis et qui va exploiter un jumeau numérique de Transpolis, c'est Grid for Mobility. Alors c'est un projet qui est coporté par l'Université Lyon 1 et l'Université Gustave Eiffel. L'idée, c'est d'aller vers une gestion de l'énergie dans un réseau électrique intelligent, on parle de smart grid, qui intègre le transport, les bâtiments et les énergies renouvelables.
L'idée, c'est de disposer d'une plateforme expérimentale sur laquelle on va produire de la donnée, partager, et que cette donnée soit partagée. Ici, c'est le rôle du coup du jumeau numérique est nouveau. C'est de jouer à la fois, c'est d'avoir différents campus sur lesquels on va produire de la donnée, que ces campus mettent en commun leurs informations pour pouvoir produire, après, faire de la réalité augmentée sur un campus ou sur l'autre lieu de production. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir forcément des panneaux photovoltaïques sur les deux campus, on va en avoir uniquement sur un, mais ces panneaux photovoltaïques vont produire de l'électricité sur un point donné qui pourra être exploité et utilisé sur l'autre campus. Je vais passer rapidement ici. Du coup, ce que je vous disais, c'est Grid for Mobility. La principale originalité, du coup, c'est qu'on va avoir deux jumeaux du coup, numériques. Un sur la Doua, à Villeurbanne, qui est proche de Lyon. C'est un campus universitaire qui présente la particularité d'intégrer des bâtiments et d'avoir des utilisateurs réels. De l'autre côté, on va avoir Transpolis, qui lui est un environnement complètement contrôlé, sur lesquels on va pouvoir installer tout un tas de matériaux, de panneaux photovoltaïques, de différentes, et faire circuler aussi des véhicules électriques sans trop de soucis, sans trop de soucis de collision et d'accidents avec des utilisateurs réels. Ce que je disais du coup, c'est que chacun des campus va apporter des informations. Doua de la campus apporte des utilisateurs réels, des comportements du coup réels, des bâtiments réels. Quand Transpolis, ça apporte des zones de stockage, des éoliennes, un peu de bâtiments, un petit peu de véhicules électriques. Et les deux vont du coup, on va collecter de l'information en temps réel et de façon similaire sur les deux campus et mettre en commun cette information. Et dans des modèles statistiques de fonctionnement. On va chercher à caractériser du coup le fonctionnement de chacun des composants. Et à partir de ça, on pourra faire de la simulation et de la création d'objets virtuels. Alors simulation, le transfert par émulation, c'est-à-dire le transfert du comportement d'un objet en temps réel d'un lieu à un autre. Alors c'est ce que je montre ici, par exemple, de façon augmentée, du coup on pourra peupler finalement Transpolis, augmenter les capacités de stockage de Transpolis, faire circuler des véhicules électriques sur le campus de la Doua sans qu'ils circulent réellement. Et quand je parle d'émulation, on peut imaginer avoir une éolienne sur le campus de Transpolis qui produit de l'électricité. On mesure l'électricité qui est produite en temps réel et cette électricité, elle va être reportée via le réseau Enedis en fait sur une éolienne fictive qui serait complètement virtuelle, mais qui du coup pourra alimenter les véhicules électriques sur le campus de la Doua. Voilà, je vais m'arrêter ici, du coup, simplement pour faire un peu un panel de récapitulatif. On a vu que les jumeaux numériques dans le monde routier, en tout cas dans le monde du trafic, ça peut servir à l'assimilation, à l'évaluation d'impact sur l'environnement, la réalité augmentée et l'émulation en temps réel et multisite pour mettre en action sur un même terrain d'expérimentation des composants réels hébergés sur des sites distincts. Et les usages, on peut en imaginer tout plein d'autres. Et je rends la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi j'aurais une question, une considération éthique vis-à-vis de LCD. En fait, vous faites une modélisation très précise des problèmes, et avoir une modélisation aussi précise des problèmes, est-ce que ça ne pousse pas à s'adapter au problème plutôt que résoudre le problème? Je prends un exemple tout simple, c'est la cartographie des polluants. C'est super la cartographie des polluants parce que ça me permet de dire que en fait, on n'a pas le droit de faire du sport parce que c'est trop pollué, excepté à 4 h du matin quand on voit sur la cartographie que c'est pas assez pollué. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'avoir une cartographie peut-être un peu moins précise, mais qui permet de comprendre qu'il y a un énorme problème de pollution et que peut-être que le moyen de transport voiture, c'est pas forcément le bon, et plutôt qu'avoir une cartographie ultra précise qui permet de nous dire, vous avez qu'à, vous citoyens, vous adapter au problème. Là, l'idée, c'était de développer un outil qui permette justement de cette visualisation et cette prise de conscience. Elle n'est pas forcément adressée uniquement aux citoyens, mais elle s'adresse également, je dirais, à tous les acteurs en fait, de la vie publique. Et d'ailleurs, la restitution, enfin, les usages en étaient faits plutôt auprès de différentes... Enfin, ça permet aussi de la visualisation pour aller parler auprès des différents
politiques, des différentes couches en fait, de décision qu'on a au sein de l'État. Ce n'est pas uniquement une restitution qui est destinée, je dirais, à tous, c'est une restitution qui est là aussi pour appuyer la prise de décision publique et montrer en fait qu'on a une certaine dynamique. Si vous voulez, il y avait un autre aspect, c'est l'aspect dynamique aussi. Comme si, à l'heure actuelle, les cartes de bruit, les cartes de polluants, elles sont souvent produites de façon, en prenant les heures de pointe. On va prendre les heures de pointe et on va produire une carte qui est statique. Là, on arrivait à introduire la carte de façon dynamique. C'était le principal intérêt ici de cet outil de modélisation, c'est d'introduire cette dynamique et de montrer justement un petit peu ce qui était dénoncé il y a 2 minutes, c'est de dire, ben voilà, on a quand même des différentiels, c'est pas uniquement la situation à l'instant T pendant cette heure de pointe qui est pertinente, c'est de voir que si on enlève les véhicules finalement pendant les périodes de nuit, etc., là, on peut avoir du coup un effet bénéfique. Et tu peux imaginer du coup derrière des évaluations qui seraient très intéressantes, où tu développes, tu vas utiliser ce modèle pour, en remplaçant les X véhicules particuliers par un bus. Et voir l'effet bénéfique sur la pollution et montrer cet effet bénéfique-là. C'est aussi un démonstrateur, c'est un démonstrateur qui s'adresse aussi du coup aux preneurs de décision. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question et si... Ouais, merci beaucoup pour cette réponse. Et effectivement, la fin de la réponse est parfaite, c'est qu'il faut remplacer des véhicules individuels par des véhicules collectifs.